Bienvenue à tous, nous voici ensemble pour les 10 minutes juridiques, votre bimensuel vidéo qui est fait avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Comme à chaque fois, un grand dossier et des brèves. Et le grand dossier, c'est la loi Blanquer. Le grand sujet, c'est évidemment l'instruction obligatoire à 3 ans. Vous allez me dire, oui, mais il y a 97,5% des enfants qui sont déjà scolarisés entre 3 ans et 6 ans. Oui, mais ce pourcentage décroît. Il décroît au profit d'auto-éducation ou de formules alternatives de garde pour des gens qui ne posent pas de difficultés, mais aussi il décroît en raison de questions religieuses, de sectes qui posent problème. Sauf que ça pose pour les collectivités locales toute une série de problèmes. Est-ce que les écoles maternelles devenues écoles de l'éducation obligatoire vont continuer à gérer aisément les questions de sieste, des moments calmes ou pas? Alors il y a un dispositif dérogatoire qui est prévu par la loi pour permettre l'adaptation donc pour les rythmes de l'enfant, mais qui est très rigide, qui permet une sortie de l'enfant, mais sous la responsabilité des parents, donc c'est pas très souple. Il y a des parties du territoire où tout se passe bien, on continue à faire comme aujourd'hui en maternelle, et d'autres parties où on s'attend à une certaine rigidité. Évidemment, cela veut dire aussi que l'enfant sera scolarisé même s'il n'est pas propre, ce qui soulève quelques inquiétudes, notamment dans le monde des ATSEM. Ce qui pose aussi un problème d'indemnisation des écoles maternelles privées. L'État va compenser les surcoûts de la scolarisation entre écoles publiques de communes voisines, répartition intercommunale des charges scolaires, surcoûts surtout pour le passage vers le privé, car aujourd'hui, en maternelle privée, il n'y a indemnisation par la commune que si la commune a accepté le contrat. Demain, ça sera systématique. L'État compensera cela, mais ne le compensera que à due proportion du surcoût nouveau. Il y a aussi des adaptations. Alors, les adaptations qui sont passées, c'est sur les classes uniques, y compris avec les maternelles, par exemple. L'adaptation provisoire, un peu compliquée, sur la question des jardins d'enfants. En revanche, toujours pas d'adaptation permettant des classes qui serait avec un certain continuum entre maternelle, élémentaire et collège. Il y a d'autres dispositions qui concernent moins les collectivités territoriales, réforme de la formation des professeurs, ce fameux article 1 avec l'exemplarité des enseignants, mais peut-être aussi des personnels ATSEM, changement des formulaires administratifs qui là concernent un peu plus ces collectivités. Et là, ça sera un choix entre père, mère et autres représentants légaux, en invité parent 1, parent 2. Et évolution sur l'apprentissage et les formations pour les 16-18 ans. Toute une série d'autres dispositions sur les cartes de France qui doivent avoir l'outre-mer, la présence dans les écoles, dans les classes, du drapeau français, drapeau européen, de la devise de la République, etc. Quelques mesures de protection sur la liberté de conscience des élèves dans les écoles, mais aussi aux abords des écoles. Renforcement des règles s'il y a un refus d'inscription scolaire et un plan départemental d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité. Charge pour le département de s'en occuper. Des volets importants sur l'école inclusive, sur les équipes mobiles médico-sociales et des PIAL. Mais ça, nous en avons déjà parlé dans un précédent numéro de vos 10 minutes juridiques. Avec quelques questions à Thierry Vasse, DGA de la commune d'Orvaux et vice-président de l'ANDEV. Alors, première question, quels seront, selon vous, les changements induits par cette loi dans votre travail quotidien? D'abord, j'ai envie de dire en termes de communication ou d'information des différents acteurs avec lesquels je travaille. On a effectivement besoin, dans toutes les collectivités locales, d'abord de faire un travail très précis de recensement de tous les enfants qui sont en âge d'être accueillis à l'école, donc à partir de leurs 3 ans, et ça c'est de la compétence des maires, donc des services que je pilote. Aussi, on va devoir, forcément, et c'est un impact considérable ça, augmenter le nombre d'enquêtes sociales à réaliser dans le cadre de ce qu'on appelle donc l'instruction à domicile. On va devoir peut-être anticiper des impacts sur les locaux, sur le nombre d'ATSEM, puisque si ça permet un afflux massif d'enfants de 3 ans qui n'étaient pas scolarisés auparavant, peut-être que les parents vont se sentir obligés, ça peut avoir un impact sur les espaces de repos, de sieste, de restauration. Donc on a besoin d'anticiper tout cela. Et quid du volet handicap inclusion ? On émet un regret considérable de voir que les villes finalement sont pas nécessairement associées d'emblée à tout ce qui est préparation d'inclusion d'un enfant en situation de handicap, voire il est question de pouvoir associer la ville mais sans en faire un préalable.
Et là, quand je parle de regret, c'est qu'effectivement, on ne peut pas considérer être dans un véritable projet d'inclusion d'un enfant si on ne regarde pas d'emblée la question de sa journée d'écolier, à savoir qu'il va fréquenter les temps périscolaires de restauration collective, les temps d'activité pédagogique, puisqu'il est tout à fait normal, et c'est un droit pour les familles, que de revendiquer qu'ils aient aussi leur place à part entière dans ces temps-là. Donc c'est plutôt un regret fort. Financièrement, quels sont vos espoirs, quelles sont vos craintes? Toutes ces communes qui déjà assuraient une espèce de parité de financement entre les écoles publiques et les écoles privées, vont avoir à assumer ces dépenses seules, alors que d'autres seront aidés par l'État, puisque ce sera considéré comme une dépense nouvelle, impact d'une scolarisation obligatoire à 3 ans. Donc là, c'est un regret fort. Les élus commencent à réagir sur le propos. Maintenant, pour celles qui le seront compensées, la question se pose aussi de savoir pour combien de temps. Et sachant que l'impact sur les budgets communaux est non négligeable, loin de là, sur ce sujet-là tout particulièrement. Ce qui est vrai aussi concernant donc la scolarisation dans d'autres publics de la commune, ça va peut-être amplifier le problème tout simplement, là où on n'a pas trouvé de terrain d'entente. À moins que ce soit une opportunité pour que tous les maires se mettent autour de la table et travaillent ensemble sur le sujet. Et en tant que vice-président de l'ANDEF, quels sont vos motifs de satisfaction et d'insatisfaction face à cette loi? Des motifs de satisfaction, oui, il y en a. Tout particulièrement concernant l'école maternelle. Et enfin, j'ai envie de dire, des logiques de formation partagée, rappelées d'ailleurs par le ministre dans la circulaire de rentrée, sur l'obligation dans tous les territoires, ou au moins l'incitation forte, à faire que les personnels, les professionnels, ATSEM et enseignants d'école maternelle soient formés ensemble. Maintenant, il y a plus d'insatisfaction peut-être. On peut regretter une loi qui est très scolarocentrée, encore une fois, pour laquelle les collectivités sont oubliées. J'ai évoqué la question du harcèlement à l'école. Bien entendu que cette question-là est forte pour les collectivités. De fait, prendre en compte que cette question se joue sur l'ensemble de la journée d'un enfant, voire de sa semaine, est quelque chose qui nous paraît évident et qui n'apparaît pas du tout dans cette loi. Autre élément qui me vient à l'esprit, il est question d'une priorité à l'éducation au développement durable à l'école primaire. Sujet territorial, effectivement, par excellence. Donc voilà pour ce qui est de ces quelques éléments de satisfaction et d'insatisfaction, mais qui, vous le comprendrez, sont plus importantes que le nombre de satisfactions. Eh bien, merci beaucoup. Et à suivre donc. À suivre surtout par quelques brèves. Pour 15 jours, 15 brèves. Et commençons par la première, la clôture des assises de l'eau, avec toute une série d'annonces, rattrapage avec des plans d'action pour les 500 captages qui aujourd'hui en sont dépourvus de plans d'action, plus d'outils et plus d'expérimentation pour les relations avec le monde agricole, surtout en périmètre de protection des captages, plus de possibilités, notamment pour les services des eaux, peut-être aussi pour les services gémapiens, avec des possibilités aussi d'agir plus sur le foncier, y compris par un droit de préemption sur les terres agricoles qui sont situées dans les zones de captage, en relation avec les SAFER. Il y a tout un plan national de revitalisation des rivières qui va être prévu pour 2022 avec toute une série de simplification des procédures administratives et un rôle central dans ce domaine du futur Office français de la biodiversité. On va généraliser d'ici à 2025 tous les schémas d'aménagement et de gestion des eaux qui pour l'instant manquent sur le territoire national, notamment sur la partie orientale de notre hexagone. Relance des 6 procédures en matière de zonage du pluvial. On va peut-être enfin se lancer dans la reuse, dans la réutilisation des eaux non conventionnelles et usage du levier tarifaire pour limiter la consommation d'eau, par exemple l'été. Un décret sur tout ce qui est aide alimentaire, que voici. De nouveaux tarifs pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Bon, faut-il avoir dépassé les 20 années de service, mais voici les tarifs. Les gouvernements ont annoncé une aide de 2600 € par borne, ce qui est bien. Et de la possibilité d'une prise en charge des coûts de raccordement au réseau électrique, ce qui est presque mieux puisque ce sont des coûts conséquents. Outre-mer, on a 2 lois qui sont sorties, loi et loi organique sur la Polynésie, les voici. Mais au-delà de cette question-là, ce qui est intéressant, ce sont les 2 décisions ici du Conseil constitutionnel qui précisent, qui redéfinissent un peu ce que l'on peut donner ou ne pas donner, au regard des compétences étatiques, aux collectivités ultramarines qui ne sont pas des DOM. Un texte intéressant sur la simplification en matière de comptabilité publique
quand il s'agit de mettre en œuvre des prélèvements bancaires automatiques. 2 textes intéressants qui vont un peu plus loin qu'avant sur la submersion marine. Projet de loi économie circulaire, il a été adopté en Conseil des ministres mercredi, il la passe maintenant au Parlement, mais depuis 10 jours, le débat sur la consigne n'a cessé d'enfler. L'AMF, la DCF, un grand nombre d'acteurs des filières sont inquiets sur le surcoût que ça va entraîner pour, en clair, ce qu'on appelle la poubelle jaune, c'est-à-dire la valorisation matière. Le CITEO et les grands acteurs industriels signalent que si on veut monter à du 90 ou 100% de recyclage, eh bien, c'est plutôt ce qui marche à l'étranger ou en Alsace. Sauf que un rapport interne à CITEO a fuité dans la revue Déchets Info et qui a soulevé un grand nombre de polémiques. Le maire peut-il refuser un permis de construire au motif que le projet est dangereux? Oui, mais sous toute une série de conditions fixées par le Conseil d'État ici. Les unités touristiques nouvelles, faut-il une évaluation environnementale à chaque fois? Réponse globalement oui, avec l'arrêt que voilà. Entrepreneurs des spectacles vivants, la réforme annoncée par la loi Société de confiance, ESSOC, est enfin sortie 3 juillet 2009, ordonnance que voici. Bonne nouvelle pour tous ceux qui sont à la redevance dans les ventes d'ordures ménagères, ce n'est pas une prescription de 2 ans, mais les autres prescriptions, notamment de 4 ans, qui vont trouver à s'appliquer. Arrêt de casse-cive que voici. Les édifices menacés en ruine, un arrêt assez ennuyeux du Conseil d'État, fait que dans les domaines où je pourrais utiliser mes pouvoirs, moi, de police, du maire, de police spéciale que sont donc l'édifice en ruine, en péril ordinaire ou péril imminent, si je peux utiliser ces pouvoirs de police-là, alors je ne pourrais utiliser que dans des cas assez particuliers mes pouvoirs de police générale à la place. Voici l'arrêt du Conseil d'État en ce sens. Le Conseil d'État a admis pour les installations antérieures à la loi, donc dite royale, le tri mécano-biologique, donc pour l'avenir, a priori pas de TMB, mais pour les installations existantes antérieures à cette loi, le TMB n'est pas illégal en soi. Arrêt du 26 juin que voici. Et enfin, une dernière brève, les juridictions financières sont l'occasion de juger des comptes, des gestions de faits, des comptables patents. Si une commune ou une collectivité territoriale quelconque a une dette à faire valoir à son comptable, parce que son comptable n'a pas assez, par exemple, recouvré de recettes par rapport à ce qui aurait été raisonnable, peut-elle, devant le juge des comptes, demander indemnisation? Oui, mais le procureur financier sera le seul à avoir le monopole des poursuites, donc la collectivité se retrouvera fort ennuyée. Le Conseil constitutionnel nous dit non, il n'y a pas de droit d'exiger des poursuites de la part des collectivités victimes, à elles d'aller voir le juge ordinaire, ce qui, quand on connaît un petit peu la réalité contentieuse, peut faire sourire. Une actualité donc chargée. On aura le plaisir de voir tout ce qui se sera passé ensuite dans les 15 jours qui nous séparent du prochain numéro de vos 10 minutes juridiques. Et en attendant, il faut penser à s'abonner en cliquant juste après. Et à bientôt. Merci, au revoir.